Recording, tac, ça enregistre. Je démarre par une petite annonce promotionnelle. Oh non, tu nous as pas fait un Shadow VPN de je sais pas quoi là? Non, j'ai fait 2 vidéos sur l'inflation et les prix de l'immobilier. Genre, est-ce que l'inflation est mal mesurée à cause de la hausse des prix de l'immobilier? Sérieux? Mais du coup, elles sont où ces vidéos? Eh bien, sur le site Osons Comprendre, Ludo et Stéphane font un super boulot de vulga sur des sujets divers et variés. L'idée, c'est de comprendre des grands sujets comme le réchauffement climatique, le fonctionnement de la Ve République et de ses institutions, les inégalités de revenus, de capital et d'héritage, est-ce que notre système d'imposition est réellement progressif, les vrais chiffres de l'évasion fiscale, bref, si tu t'intéresses aux grands enjeux de notre époque, tu vas trouver à boire et à manger sur leur site. C'est payant, mais avec le code Eureka, tu auras 2 mois gratuits. Et l'idée, c'est de développer une plateforme sans publicité qui permette aux vulgarisateurs d'avoir accès à des revenus plus stables. Hop, il y a une ambulance. Qui permet aux vulgarisateurs d'avoir accès à des revenus plus stables. Alors, je suis le premier, en dehors de Ludo et Stéphane, à être allé développer du contenu sur Osons Comprendre, mais c'est ouvert à tous les vulgarisateurs. Et donc, que vous soyez public ou vulgarisateur, il ne faut pas hésiter à aller voir ou à les contacter. 2 mois gratuits et après on connaît la musique, hein. Je suis débité en scred tous les mois et puis voilà. Alors oui, c'est vrai, il faut bien faire gaffe à résilier si tu ne veux pas soutenir ce projet. Mais ça se fait en 3 clics. Ouais, ok. Bon, on verra. Bon, de toute façon, leurs vidéos sont uploadées sur YouTube au bout de quelques temps pour que tout le monde puisse avoir accès à ce contenu. Ce sera aussi le cas de mes 2 vidéos sur l'inflation et l'immobilier, d'ici un truc comme genre 6 mois. Peut-être plus que 5 maintenant. Elles seront dispo sur la chaîne et tout le monde pourra les voir. Ah bah voilà, ça c'est parfait ça. Mais t'as quand même 2 mois gratuits avec le code Eureka si tu veux les voir tout de suite. Ne me pousse pas à la consommation. Bon, toutes les infos sont en description, on passe à la vraie vidéo. Si je te dis shadow banking, qu'est-ce que ça t'évoque? Eh ben, pas grand-chose. Mais en tout cas, pas un truc très réjouissant. On peut dire que le shadow banking est en partie responsable de la crise des subprimes. Ah, bah, voilà. Et aussi de celle de l'euro. Ah ouais, alors là, j'invoque carrément le professeur Malcolm. Putain, j'en ai marre d'avoir toujours raison. Sauf que concrètement, c'est quoi le shadow banking? C'est qui? Comment ça marche? Pourquoi ça aurait provoqué la crise des subprimes et celle de l'euro? Je te rappelle qu'on a fait une série de vidéos sur ces 2 crises sans jamais prononcer une seule fois le terme shadow bank. Alors quoi, on se serait planté? Oh, et comment ça, on se serait planté? Je te remercie de ne pas m'associer à tes conneries, hein. Moi je pose des questions, toi tu réponds. S'il y a quelqu'un qui se plante, c'est toi. Et pourtant non, nos vidéos sur ces sujets restent d'actualité. Le shadow banking, c'est un terme qui a été inventé en 2007 et qui s'est petit à petit déployé pour désigner une partie de la finance de marché. L'idée de cette vidéo, et des autres qui suivront, c'est de discuter de ce qu'est réellement le shadow banking. T'en as peut-être pas entendu parler, mais moi, j'en entends parler de plus en plus et ça part un peu dans tous les sens. Il y a beaucoup de confusion sur ces fameuses banques de l'ombre et sur ce qu'elles font vraiment, sur ce à quoi elles servent vraiment. Tu vas voir que tout ça va nous amener à nous interroger sur le fonctionnement des marchés financiers, sur celui des banques et même sur celui des banques centrales. Ok, bah, tout un programme. Alors c'est parti. La première chose à dire, c'est que le terme shadow banking, même s'il a du sens, est quand même plutôt mal choisi. Est quand même plutôt mal choisi. Qu'est-ce que le shadow banking? Ce sont des asset managers façon BlackRock, des fonds de pension, des hedge funds, des banques d'investissement comme Goldman Sachs, voire même des fonds souverains, qui se mettent à faire le boulot des banques de dépôt, c'est-à-dire du crédit. Donc, le shadow banking, c'est quoi? C'est quand les acteurs des marchés financiers tentent de prendre la place des banques de dépôt. Ok, donc les marchés financiers qui font du crédit, c'est ça le shadow banking. Voilà. Et ben alors le nom est plutôt bien choisi, non? C'est comme du banking, mais ça se passe sur les marchés financiers. Oui, donc d'accord, ça devrait s'appeler du marché financier banking, quoi. Non, c'est vraiment le terme de banque qui fonctionne pas, parce que la spécificité d'une banque par rapport à n'importe quel autre acteur financier, c'est sa capacité à créer la monnaie. Par opposition aux banques qui créent la monnaie, les shadow banks ne font que recycler l'épargne. C'est d'ailleurs parce que Paul McCulley, l'économiste qui invente le terme de shadow bank, n'est pas très au clair avec la théorie de la création monétaire, qu'il les appelle des banques. En vrai, on devrait plutôt parler de shadow intermédiaires. Ah oui, c'est toujours ces différentes théories de la création monétaire, quoi. C'est ça, on a déjà une vidéo sur ce sujet.
Macaulay et bien d'autres qui écrivent sur le shadow banking pensent que l'économie fonctionne selon ce schéma. Au cœur de l'économie réelle se trouve l'usine de production qui fabrique les biens et les services. Pour activer cette usine, en plus des matières premières, de l'énergie et d'une force de travail, il faut des flux financiers et plus particulièrement des dépenses. Les dépenses des uns font les revenus des autres. Les revenus permettent une partie des dépenses et aussi l'épargne, épargne qui passe par des intermédiaires, les marchés financiers et les banques de dépôt, pour être ensuite réinjectée via des crédits, on oublie les actions parce que ce n'est pas le sujet de cette vidéo, dans l'économie réelle ou dans la spéculation. Et la spéculation, là, c'est la hausse des prix des trucs qui existent déjà, c'est ça? Tu finances l'achat de machins déjà existants et de ce fait, tu fais grimper leur prix. Donc tu ne crées pas d'emploi, pas de salaire, juste une impression d'être plus riche. Voilà, donc c'est pas qu'une impression pour les très riches et pour les entreprises qui peuvent monétiser cette prise de valeur. On en a déjà parlé dans cette vidéo. En revanche, pour les particuliers, même si ça dépend quand même un peu des pays, oui, on peut dire que c'est quand même plutôt juste une impression d'être plus riche. Et si cette richesse supplémentaire se transforme en vraie monnaie pour ceux qui réussissent à vendre plus cher que le prix d'achat, il ne faut pas oublier que pour beaucoup de monde, ceux qui viennent d'acheter et qui poussent les prix vers le haut, il n'y a ni enrichissement ni impression d'enrichissement. Il faudra attendre la nouvelle vague d'acheteurs pour que ça arrive, si jamais ça arrive. La pyramide de Ponzi, quoi. Alors en partie, oui, mais c'est pas exactement une pyramide non plus, parce que dans une pyramide de Ponzi, chaque nouvelle vague d'entrants doit être plus importante que la vague d'entrants précédente. Or, dans une bulle spéculative, chaque nouvelle vague d'entrants doit être plus importante que la vague sortante. Donc ça dépend aussi de ceux qui veulent sortir, ça dépend des vendeurs. Mais bref, cette spéculation concerne surtout les actions, donc la valeur des entreprises, et l'immobilier. On pourrait sûrement rajouter aussi l'art et les cryptos, mais dans une moindre mesure parce que ça brasse quand même moins de monnaie. Ah ouais, les cryptos pour toi, c'est de la spéculation? Alors, sujet glissant, on va pas le traiter ici, mais oui, j'ai jamais rien lu qui puisse me démontrer le contraire. Bref, donc, si on modifie le schéma pour le rendre plus réaliste, effectivement, la monnaie transite par les marchés financiers. Les épargnants peuvent, s'ils en font la démarche, transférer leur épargne sur le compte d'un shadow intermédiaire, donc sur le compte d'un fonds d'investissement, pour faire en sorte que leur monnaie serve au financement de l'économie réelle ou à des diverses formes de spéculation. Et puis, les banques, avec leur planche à billets électronique, peuvent aussi financer des projets plutôt économie réelle ou plutôt spéculative. Ok. Et pourquoi le type qui a inventé le terme parle de shadow alors? Pourquoi shadow banking? C'est assez négatif, shadow, ça fait un peu les banques de Dark Vador, quoi. Alors shadow, c'est parce que moins régulé que les banques classiques, ce qui pour le coup est vrai. Mais donc, il aurait fallu dire intermédiaire financier privé moins régulé, par rapport à planche à billets privés davantage régulée. Ce qui est tout de suite beaucoup moins sexy. Ouais, c'est vrai. Alors aujourd'hui, les chercheurs et les régulateurs parlent plutôt de non-banking financial institutions ou de market-based finance. Bon, moi je trouve qu'il manque l'idée qu'on parle surtout du monde du crédit, mais après, la définition du shadow banking reste quand même assez débattue, c'est pas toujours très clair, rapport notamment à cette théorie de la création monétaire qui fait pas encore consensus chez tous les économistes. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement que le monde des shadows intermédiaires? À quoi ça ressemble pour de vrai? Eh bien, à trois choses. D'abord, il y a les entreprises et les États qui se financent directement sur les marchés financiers. Ils toquent à la porte, demandent un crédit de, disons, 3 mois à 30 ans pour un montant de entre 50 millions et 1 milliard d'euros à un taux d'intérêt à définir. C'est le fonctionnement classique des marchés financiers du crédit. C'est pour ça qu'ils ont vu le jour. Pour prêter des montants très élevés que les banques à elles seules n'auraient pas pu financer. Et pourquoi elles n'auraient pas pu, puisqu'elles ont la planche à billets? Parce qu'avoir la planche à billets quand on est une banque privée ne signifie pas, contrairement à la banque centrale, aucun risque de faillite. Quand un emprunteur ne rembourse pas une banque privée, ce sont les actionnaires de cette banque qui encaissent la perte. On en a parlé dans cette vidéo. Donc la planche à billets, ça permet de financer un peu tout ce qu'on veut, effectivement, mais à chaque financement correspond un risque de faillite. Et donc, les actionnaires ne sont pas forcément prêts à risquer des non-remboursements immenses en faisant d'immenses crédits. Non seulement il y a une limite à la quantité de risque que les actionnaires d'une banque sont prêts à prendre, donc il y a une limite à la quantité de monnaie qu'une banque peut créer, mais en plus, prêter 100 millions d'un coup, non, parce que pas tous ses œufs dans le même panier. Ouais, ok, c'est logique.
Mais alors du coup, ça veut dire que sur les marchés financiers, tu vas trouver des gars prêts à foutre 100 millions d'euros dans un crédit d'un coup. Eux, tous les œufs dans le même panier, ça pose pas de problème. Non, parce que les crédits sont découpés en morceaux sur les marchés financiers. Morceaux qu'on appelle obligations. Une dette de 100 millions remboursable dans 5 ans à 2% va être découpée en 1000 obligations identiques de 100 000 euros pour que chacun puisse choisir de prêter ce qui lui convient. Tous les shadows intermédiaires montent au créneau et considèrent de prêter en utilisant la monnaie qui leur a été confiée par les épargnants. Et puis, les banques de dépôt n'hésitent pas à venir faire un tour avec leur planche à billets aussi. Comme ça, elles peuvent prendre des petits bouts d'obligations ici et là en fonction de ce qui les intéresse. Ah ouais, chaque morceau de 100 000 euros donne droit à un remboursement de 100 000 dans 5 ans avec 2% d'intérêt associé. Comme ça, on a une grosse somme, 100 millions d'euros, mais plein de prêteurs. Donc pourquoi pas des banques qui créent la monnaie au passage. Du coup, ça fait un mélange, recyclage de l'épargne, création monétaire. Voilà. Mais pourquoi on ne fait pas carrément des morceaux de 1 euro? Des obligations de 1 euro, comme ça, c'est encore plus facile de prêter pile poil ce que chacun veut. Oui, ce serait possible, mais bon, sur les marchés financiers du crédit, il y a quand même plutôt des gros poissons. Donc voilà, des morceaux de 100 000, c'est déjà assez petit pour eux. Ouais. Et pourquoi on ne fait pas l'entreprise a besoin de 100 millions, elle va avoir 10 banques différentes qui prêtent 10 millions chacune? Ce serait un peu le même principe, non? Oui, ça arrive parfois, mais la différence, c'est qu'en allant voir plusieurs banques, l'emprunteur va souvent payer un poil plus cher. Et aussi, il va devoir fournir des garanties. Parce que l'avantage des marchés financiers, c'est aussi la présence d'un marché secondaire, un marché de l'occasion. Sans lui, les shadows intermédiaires ne pourraient pas participer à la fête. En gros, il leur faut une porte de sortie au cas où les épargnants veulent récupérer leur monnaie avant le remboursement des obligations, avant le remboursement des morceaux de crédit. Donc il faut que ces obligations soient revendables sur un marché de l'occasion. Cette porte de sortie peut être aussi très pratique pour les banques. Quand elles souhaitent créer la monnaie pour quelqu'un d'autre, elles trouvent que le combo rendement-risque est plus avantageux ailleurs, et elles peuvent vendre les obligations les moins intéressantes et elles prêtent ailleurs à la place. Mais quand on vient voir les banques directement, même si on en contacte plusieurs qui se regroupent pour faire un prêt commun, le crédit obtenu ne sera pas divisé en obligations standards et revendables sur un marché secondaire. Non, le crédit restera dans les comptes des banques jusqu'au remboursement, ou jusqu'au défaut d'ailleurs. Pas de possibilité de revente. Enfin, c'est toujours possible, mais c'est plus compliqué. Donc pour compenser ça, les banques vont demander plus de garanties et un taux d'intérêt un petit peu plus élevé. Ouais, ok, d'accord. Bon, ça a l'air clair. Bon alors, on a des marchés financiers du crédit pour des gros emprunts divisés en obligations bien standards afin de pouvoir être revendus plus ou moins facilement, ça dépend s'il y a des acheteurs en face, sur un marché de l'occasion. Du coup, le type de crédit qui ne répond pas aux critères pour passer sur les marchés financiers, c'est typiquement le crédit aux particuliers ou à la PME du coin. Aucune PME ni aucun particulier ne va toquer à la porte des marchés financiers pour obtenir un crédit. Et pourquoi pas, Prenons le crédit de Michel, 100 000 balles remboursables dans 15 ans à 3%. Hop, on en fait 100 000 morceaux de 1 euro remboursables à 15 ans à 3%, et voilà. Tu vends ça aux shadows intermédiaires et aux banques sur les marchés financiers. Ouais, alors, les shadows intermédiaires ont des centaines de millions d'euros à placer au minimum. Le plus gros des asset managers, BlackRock, possède pour le compte de ses clients, des millions de gens et d'entreprises partout dans le monde qui lui ont confié leur épargne, 9 500 milliards de dollars d'actifs. Le ticket de caisse moyen d'un shadow intermédiaire, c'est au moins 500 000 à 1 million d'euros d'un seul coup, en un seul achat. Le crédit de Michel est beaucoup trop petit, ça nécessiterait trop de jus de cervelle, d'accumuler plein de petits morceaux de petits crédits. Parce que pour chaque emprunteur, il faudrait faire des recherches sur la situation du ménage, le boulot de monsieur et de madame, est-ce qu'ils s'entendent bien, risque de divorce ou pas, combien d'enfants, quel âge. Enfin, tu vois le genre. S'il fallait acheter 1000 euros du crédit de Michel multiplié par 1000 Michel différents pour avoir 1 million d'euros investis, il faudrait refaire 1000 fois le travail d'analyse pour connaître les 1000 Michel différents à qui on fait confiance. Eh ben, les banques font ce boulot justement. Pourquoi les shadows intermédiaires ne pourraient pas le faire? Parce qu'ils n'ont pas assez de monde pour le faire. Je reprends BlackRock, plus gros asset manager au monde, 9 500 milliards de dollars investis. BlackRock emploie autour de 16 000 personnes dans le monde. Bon BNP Paribas France, banque de dépôt uniquement, c'est 24 000 employés pour 350 milliards d'euros de crédit, donc disons 400 milliards de dollars.
BNP Paribas France, banque de dépôt, c'est un employé pour 16 600 $ de crédit, tandis que BlackRock, c'est un employé pour 594 millions de dollars de crédit et autres produits financiers. C'est pour ça que les gens sont très bien payés sur les marchés financiers. Ils se débrouillent pour avoir beaucoup moins de personnel tout en manipulant des sommes énormes. C'est d'ailleurs une des raisons de leur développement, l'appât du gain. Mais du coup, leur capacité d'analyse est immensément plus faible. Donc il leur faut du standard. Ils peuvent mettre 1 ou 10 ou même 50 millions d'un coup, mais le cadre de l'analyse doit être relativement limité. Ah, mais c'est pour ça qu'ils gagnent plein de thunes en fait. Gros montant, pas beaucoup de monde, tu te gaves. Eh ben oui, c'est pas parce que c'est tous des génies. Bon alors, un des développements relativement récents du shadow banking, de la finance de marché du crédit, c'est une méthode qui permet de vendre quand même aux shadows intermédiaires des crédits qui pourtant ne devraient pas les intéresser. Crédits aux particuliers et aux PME. Hein? Mais comment ça? Il y a des gens qui vont voir les marchés financiers pour un crédit immobilier ou à la consommation finalement? Non, les banques vont se positionner comme intermédiaires. La banque de dépôt accorde des crédits, des milliers, elle les vend ensuite à une banque d'investissement qui réorganise les flux de remboursement et de versement d'intérêts de manière à créer des genres d'obligations standardisées, ça s'appelle la titrisation, on a déjà parlé dans cette vidéo sur The Big Short. Et ensuite, ces obligations standardisées, qu'on appelle des tranches d'ABS ou de MBS ou de CDO ou de CDO carré, sont vendues aux shadows intermédiaires. Ah oui, ok, donc c'est la création monétaire pour le financement des crédits, puis revente au marché financier, donc ça reste malgré tout de la création monétaire. Création, puis destruction monétaire. De quoi? Destruction monétaire aussi? Eh oui, les banques créent la monnaie quand elles prêtent ou quand elles achètent un truc, mais elles détruisent la monnaie quand elles se font rembourser ou quand elles vendent un truc. Hein? C'est toujours pareil, c'est de la mécanique comptable. Je te donne un exemple. D'abord, on a Gilbert qui emprunte 100 € auprès de sa banque pour acheter la maison de Michel. Les 100 € sont crédités sur le compte de Gilbert, puis transférés sur celui de Michel. Michel pourrait les laisser sur son compte, mais il choisit de les confier à BlackRock. On débite le compte de Michel et on crédite celui de BlackRock. BlackRock décide, par le biais d'une longue chaîne d'intermédiaires et de produits financiers obscurs dont on se fout pour la démonstration, mais bon, je te le mets quand même en détail si tu veux faire pause, d'acheter le crédit de Gilbert à la banque. Bon ben, la banque débite le compte de BlackRock, les 100 € disparaissent, destruction monétaire. Et BlackRock, gestionnaire de l'épargne de Michel, devient propriétaire du crédit de Gilbert. C'est désormais BlackRock, donc en fait Michel, que Gilbert doit rembourser et à qui il doit payer des intérêts. Oui, donc, c'est comme si je prête 100 à Gilbert en créant la monnaie, il achète la maison de Michel, puis je vends à Michel le crédit de Gilbert, qu'il achète avec les 100 que j'ai créés pour Gilbert, donc la monnaie se retrouve détruite. Voilà, c'est comme si on n'avait pas besoin de monnaie en fait, comme si on faisait signer un contrat entre Michel et Gilbert qui disait Michel donne sa maison à Gilbert en échange de la promesse que Gilbert donnera 100 dans le futur à Michel, plus un certain taux d'intérêt. Avec un contrat comme ça, il n'y a même pas besoin de monnaie pour acheter la maison. La monnaie ne sera nécessaire que dans le futur, quand il faudra rembourser et payer les intérêts à Michel. Mais comme Michel ne fait pas confiance à Gilbert, on passe par une banque qui, elle, accepte de faire confiance. C'est ça. Mais en fait, la confiance apparaît quand même après coup par le biais de BlackRock. Alors attention, c'est jamais les 100 € de Michel qui achètent pile poil le crédit de Gilbert. Avec les ABS et tous les autres types d'obligations et aussi tous les intermédiaires, tout se mélange. Michel achète un peu de tous les crédits des milliers de personnes et d'entreprises et d'États. Mais quand même, peut-être un peu en partie celui de Gilbert aussi. C'est fou. Mais à quoi ça sert de faire ça ? C'est lié au risque qui pèse sur les épaules des actionnaires. Ça permet à la banque de se débarrasser du risque de non-remboursement de Gilbert et des autres. Plus on enlève du risque de non-remboursement, plus les actionnaires respirent et plus ils sont d'accord pour utiliser leur planche à billets pour financer de nouveaux projets. Donc, attends que je comprenne. On prête à Gilbert, on vend son crédit, on prête à un autre Gilbert, on vend son crédit aussi, on prête encore à un autre Gilbert, on vend encore son crédit, etc., etc., etc. Oui, c'est ça. Mais pourquoi pas juste attendre que Gilbert numéro 1 rembourse avant de prêter à Gilbert numéro 2 ? D'un point de vue macro, ça a permis de financer plus vite plus de projets. Dans un cas, tu finances plein de Gilbert d'un seul coup, dans l'autre, tu attends que le premier rembourse avant de financer le second. Après, du point de vue de la banque, ça lui permet de transformer son business model.
Au lieu de tirer profit du paiement des intérêts sur les crédits, elle profite de la commission qu'elle prend sur la vente de ces crédits. Les profits deviennent plus rapides, plus immédiats. On patiente moins longtemps avant de toucher les bénéfices. Et aussi, on a l'impression de prendre moins de risques puisque les crédits sont vendus. Donc, le risque de non-remboursement ne pèse plus sur les épaules de la banque et de ses actionnaires. Ce qui d'ailleurs est un problème puisque normalement, ce qui oblige une banque à bien faire son travail, en tout cas bien faire son travail du point de vue financier, donc à ne pas prêter à n'importe qui, c'est justement le fait d'avoir peur, de ne pas se faire rembourser. Si on enlève cette peur aux banques, elles peuvent se mettre à financer au hasard une bulle spéculative sur l'immobilier, #crise des subprimes. C'est ça. En fait, quand la bulle éclate et que les crédits ne se vendent plus, la banque se retrouve avec les derniers crédits qu'elle a faits sur les bras. Donc elle se retrouve à devoir quand même supporter le risque de non-remboursement. L'illusion d'un business model moins risqué n'est jamais que ça en fait, une illusion. Donc, mais alors, dans le cas de la crise des subprimes, où les banques prêtaient à des gens incapables de rembourser, pourquoi les shadows intermédiaires achetaient ces crédits moisis? Parce qu'ils n'avaient pas assez de jus de cervelle pour les analyser. Ils faisaient confiance à la structure financière complexe en tranches des ABS, MBS, CDO et compagnie. Et les agences de notation qui délivraient les notes de niveau de sécurité de ces tranches n'avaient elles non plus pas assez de jus de cervelle pour analyser tout ça. Sans compter les incitations financières à délivrer les notes voulues puisque c'est la banque qui paie pour faire noter les produits qu'elle vend derrière aux shadows intermédiaires. Bref, je te conseille The Big Short, évidemment, et puis la série de vidéos qu'on a déjà faites sur la crise des subprimes. Alors, pourquoi tu me fais ça, toi? Go away. Alors, jusqu'ici, le shadow banking, c'est deux choses. Des crédits plutôt balèzes demandés directement sur les marchés financiers. On divise ces crédits en morceaux, en obligations, ce qui permet à chacun de prêter ce qu'il veut / peut. Sur ces marchés, il y a des recycleurs d'épargne, les shadows intermédiaires, mais aussi des planches à billets, les banques de dépôt, qui viennent faire leurs emplettes. Ce marché dispose en plus d'un marché de l'occasion, super pratique, notamment pour les shadows intermédiaires, quand les épargnants veulent récupérer leur mise avant les remboursements. Mais le shadow banking, c'est aussi le monde de la titrisation. Les banques créent de la monnaie d'un côté en acceptant des crédits, elles vendent ces crédits aux banques d'investissement qui le repackagent dans des tranches d'ABS, puis les vendent aux shadows intermédiaires, ce qui détruit la monnaie initialement créée. Encore une fois, il existe un marché secondaire pour ces crédits titrisés. Toujours pareil, ça permet aux shadows intermédiaires de vendre s'il y a des acheteurs en face, quand les épargnants veulent récupérer leur mise. Autant le marché du gros crédit finance des entreprises et des États en direct, par la planche à billets si ce sont des banques qui achètent les obligations ou par recyclage de l'épargne si ce sont des shadows intermédiaires, autant la titrisation permet simplement de déplacer des crédits déjà financés par de la planche à billets, de déplacer des risques de non-remboursement donc, depuis les épaules des actionnaires des banques vers celles des shadows intermédiaires, donc des épargnants. Le processus de titrisation crée de la monnaie au départ, quand les banques prêtent, les comptes des emprunteurs sont crédités, puis il détruit de la monnaie quand les shadows intermédiaires achètent les crédits aux banques. Les comptes des shadows intermédiaires sont débités. Ok, ouais, bon, je pense que c'est bien clair là. Bon, alors maintenant, il y a un troisième élément à cet univers du shadow banking. C'est la gestion de trésorerie, ce qu'on appelle aussi le money market. Le marché de la monnaie. Oui, mais une monnaie spéciale, une monnaie de réserve uniquement, pas une monnaie de paiement. Oh là, ça va être encore tordu, moi je te le dis. Il y a deux idées. D'abord, les marchés financiers sont remplis de gros acteurs de type assureurs ou asset managers qui, normalement, devraient posséder des comptes en banque remplis de monnaie. En effet, quand un fonds reçoit de la monnaie à investir de la part de ses clients, une partie va certes servir à acheter divers produits financiers, actions, obligations, voire produits dérivés, mais une autre partie va volontairement être laissée en trésorerie, donc théoriquement laissée sur un compte en banque. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir une poche de liquidité au cas où il y aurait une facture, des salaires à payer, ou même au cas où de nombreux clients voudraient récupérer leur mise. Dans le cas des assureurs comme Allianz ou AXA, par exemple, la poche de liquidité est très importante aussi parce qu'on ne sait jamais quand il y aura un sinistre à dédommager. Enfin, on se sert aussi de la poche de liquidité comme d'une forme de gestion du risque de marché. Imagine un fonds qui dit à ses clients que le risque maximal qu'il prendra ne dépassera pas, par exemple, 10 unités. Attends, 10 unités de quoi là? Peu importe ici, les vidéos sur la faillite de LTCM t'en diront plus sur la manière de mesurer
non, mesurer c'est trop fort, d'évaluer avec un genre de doigt mouillé plus le risque. Moi ici, je me contente d'utiliser une unité fictive pour que ce soit facile. Ok. Donc, imagine que le fonds reçoive 100 de la part de ses clients et que l'obligation qu'il souhaite acheter, celle qu'il trouve intéressante et aussi celle qui est disponible à ce moment-là, soit porteuse d'un risque de 13 unités. Eh bien, le fonds va en acheter que pour 75 et laisser le reste en trésorerie. De cette manière, parce que la trésorerie est porteuse d'un risque de 1 unité seulement, rien n'est jamais a priori complètement sans risque, on va y revenir, le risque total pris par le fonds respecte bien le critère des 10 unités maximales de risque. Ah ok, la trésor est aussi une méthode de gestion du risque. C'est toujours une méthode de gestion du risque en fait. On essaie de tenir compte du risque de retrait plus important que prévu de la part des épargnants, le risque de facture imprévue à payer, le risque de sinistre à dédommager, le risque de baisse des prix, le risque de ne pas réussir à vendre certains produits financiers parce qu'on ne trouverait pas d'acheteurs. Bref, le montant qu'on décide de laisser en trésorerie est toujours un élément essentiel de la gestion des risques. Ok, ouais. Et quel rapport avec le shadow banking ? Eh bien, c'est la deuxième idée. Le développement du money market permet le remplacement d'une trésorerie composée de monnaie sur un compte en banque en une trésorerie composée de crédits de court terme. Plutôt que d'avoir 25 sur un compte à la banque, on va plutôt acheter des obligations dont la valeur est de 25 et dont la maturité, la date de remboursement, est très proche. Quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois. Mais qu'est-ce qui est arrivé à ce qu'on vient de dire là, la gestion des risques, le montant gardé en trésor est essentiel, tout ça? Eh bien, les obligations qu'on va choisir vont refléter cette idée de risque minimum. On vise d'abord et avant tout les obligations des États de la zone monétaire en question. Si on a des euros, on vise la dette des États français, allemands et italiens. Si on a des dollars, c'est la dette fédérale US. Si on a des yens, c'est la dette de l'État japonais, etc. Pour les euros, c'est que la France, l'Italie et l'Allemagne? Non, c'est tous les États de la zone euro techniquement. Enfin, depuis la crise de l'euro, certains pays sont évités quand même. D'ailleurs, l'importance de cette crise peut se lire aussi sous l'angle d'une panique des shadows intermédiaires qui constatent que leur trésorerie est plus risquée que prévu. On pensait que les dettes des États européens étaient toutes sans risque, on s'est trompé, mais du coup, on fait des pertes au niveau de la trésor. Donc, il y a une petite panique qui se déclenche et qui impacte tous les autres marchés, parce qu'on se met à vendre un peu de tout partout, pour essayer de reconstituer cette fameuse trésorerie qui vient de perdre de la valeur. Ouais, ok. Ouais, forcément, si tu perds là où c'est supposé pas perdre, il y a de quoi paniquer. Bon, mais d'une manière générale, les financiers vont prioriser les marchés dits profonds. Il faut beaucoup d'obligations qui s'échangent tous les jours pour ne pas faire bouger les prix quand on veut soit acheter, soit vendre, et aussi pour être sûr de toujours trouver un acheteur ou un vendeur quand on en a besoin. Donc, on choisit plutôt les obligations des États développés qui ont beaucoup de dettes. À ce jeu-là, les meilleurs joueurs en zone euro, c'est la France, l'Italie et l'Allemagne. Alors attends, je rêve ou t'es en train de dire que les marchés financiers veulent de la dette publique ? Bien sûr, les marchés financiers ne veulent pas du tout voir des États, au moins dans les pays développés, sans déficit public et sans dette. Bien au contraire, ils sont ravis de pouvoir placer leur trésorerie dans ce genre d'actifs plutôt que sur des comptes en banque. Les histoires de dette à réduire, c'est surtout un truc de politiciens assaisonné à la sauce néolibérale. Mais en réalité, sur les marchés financiers, il y a une véritable demande pour la dette publique. Et ce serait une catastrophe pour les financiers s'il n'y en avait plus. Donc au passage, annuler la dette, pas une bonne idée finalement. Ah non, écoute, je vais pas refaire une vidéo sur l'annulation, tout est expliqué dedans. On annule la dette détenue par la banque centrale, donc pas celle qui circule sur les marchés, et aussi le but c'est de l'annuler pour que l'État en fabrique tout de suite de la nouvelle, afin de financer une politique de développement industriel bas carbone. Donc on enlève de la dette pour pouvoir en remettre. Oui, non mais bon voilà, bonne réponse, moi je vérifie juste que tu te contredis pas, c'est tout. Mais alors du coup, pourquoi choisir d'acheter de la dette publique avec sa trésor ? C'est quand même pas plus sûr que de la thune sur son compte. Et puis, la trésor, c'est fait pour payer des trucs. Tu peux pas payer des trucs avec des obligations. Faut d'abord pouvoir les vendre. Ça rajoute du risque, non? J'y viens. Le premier choix, c'est donc la dette publique de la zone monétaire en question. On va même choisir la dette avec une courte maturité. L'idée, c'est que plus la maturité est courte, plus on a une bonne compréhension de ce qui se passe. Le futur étant par essence incertain, on réduit les horizons pour plus de sécurité. Également, une dette, quand elle est remboursée, donne lieu à un flux monétaire. De la monnaie arrive sur le compte. Si on a régulièrement des obligations qui arrivent à maturité en sa possession, on a régulièrement de la monnaie qui arrive sur le compte. Si jamais il y a une facture à payer ou des épargnants à rembourser, on va pouvoir se servir de cette monnaie pour payer ce qu'il faut.
Si c'est pas le cas, eh bien on remet une pièce dans la machine et on achète d'autres obligations de court terme. Ah et ok, non, si c'est malin, c'est malin. Mais pourquoi pas juste garder du cash? J'y arrive. Les autres obligations de court terme qu'on va viser sont celles des très grandes entreprises, celles qui sont très bien notées par les agences de notation. Donc typiquement, les dettes de court terme des Total, Airbus, Sanofi, etc. Et ce qui a précipité la crise de 2008, celle des grandes banques d'investissement aussi. Donc les BNP, les Crédits Agricoles, les Sociétés Générales et je sais pas ce que je dois dire. Les Lehman Brothers. Oh non. Si. Quand Lehman a fait faillite en 2008, à peu près tout le monde en avait en trésor. Et c'est d'ailleurs le fait que plus personne ne voulait prêter à Lehman qui a provoqué sa chute. Parce que le mode de financement de Lehman, comme toutes les banques d'investissement, c'est j'emprunte aujourd'hui à échéance 24 heures pour rembourser les crédits de la veille. Et demain, je devrais emprunter à nouveau pour rembourser les crédits d'aujourd'hui. Ah mais oui, je me rappelle, ceux qui refusent de prêter aujourd'hui foutent dans la merde ceux qui avaient prêté hier. Comme une pyramide de Ponzi, quoi. Non, toujours pas. Encore une fois, dans une pyramide de Ponzi, il faut toujours plus d'entrants que de sortants. Là, pour le refinancement, c'est stable. Il faut autant d'entrants que de sortants. Mais bon, oui, il y a cette mécanique de renouvellement perpétuel. Bon, bref, t'imagines un peu la panique d'avoir dans ta trésorerie une poche de valeur normalement ultra sécurisée, une obligation dont la valeur passe de 100 à 30 du jour au lendemain. Parce que oui, quand une entreprise fait faillite, c'est souvent ça qui se passe en fait. À la louche, on considère qu'au mieux, on pourra se faire rembourser dans hyper longtemps, quand la procédure juridique sera terminée, seulement 30% du montant prêté. Voilà, donc perdre 70% sur une partie de sa trésor, c'est ça qui a réellement précipité la panique mondiale qui a déclenché la crise des subprimes sur les marchés financiers. Et aussi la peur que d'autres banques d'investissement ne se plantent comme Lehman. D'où la question que je pose depuis tout à l'heure. Depuis quand on a cru que c'était une bonne idée d'avoir des produits financiers à la place de thunes sur un compte? Surtout quand on veut que cette thune soit disponible à tout moment et de manière ultra sécurisée. Qu'est-ce que tu vas aller foutre ça sur un marché financier dont tu sais très bien qu'il est expert dans les saltos arrière qui finissent sur les dents? Alors, ok. D'abord, avant la crise de 2008, personne ne pensait qu'une crise d'une telle ampleur pouvait voir le jour. En fait, outre les obligations de Lehman, et d'ailleurs aussi les obligations de toutes les autres grandes banques, il y avait aussi dans la trésorerie des produits subprime. De quoi? Bon, indirectement, il y avait des produits subprime. Je te rappelle qu'il y avait cette chaîne d'intermédiaires, le mécanisme passait par les actions d'un fonds qui s'appelle un MMF, qui lui-même achetait les ABCP, c'est de la dette court terme, d'un SIV, c'est un genre de fonds d'investissement créé par une banque d'investissement, qui lui-même achetait des tranches d'ABS ou de CDO, elles-mêmes fabriquées par un SPV, encore un autre genre de fonds d'investissement mis sur pied par une banque d'investissement. Bon, c'est compliqué, mais l'idée, c'est que toute cette structure reposait sur la valeur des tranches d'ABS et de CDO. Et la valeur de ces tranches, particulièrement les CDO, reposait sur le fait que les emprunteurs subprime ne fassent pas défaut en masse. Il y avait aussi des paris qui, dans certains cas, fonctionnaient comme des assurances anti-non-remboursement, les fameux CDS, mais ces paris étaient aussi solides que les entreprises qui les vendaient. Et en fait, c'est ce qui se passe à la fin de The Big Short. Les petits malins du film sont du bon côté des CDS, du côté de ceux qui se feront payer la différence entre la monnaie prêtée et les montants remboursés par les emprunteurs subprime. Mais attention, plus les défauts sur les crédits subprime augmentent, plus les banques, qui sont de l'autre côté des CDS, devront payer cher. Sauf que si tu attends trop longtemps avant de déclencher le paiement et de stopper le pari, eh bien tu risques d'avoir une banque en faillite en face qui pourra rien te payer du tout. LTCM s'en est mordu les doigts en 98. Lui aussi avait fait un pari qui devait servir d'assurance, sauf que le parieur a fait défaut et l'assurance n'a pas fonctionné. Non mais, pourquoi faire un truc pareil? Pourquoi mettre des subprimes dans de la trésor? Encore une fois, personne, enfin, pas grand monde, n'a vu venir cette crise. Tout comme en 2010, personne n'avait anticipé que les autorités européennes allaient lâchement laisser tomber les États les plus en difficulté de la zone euro. Ils les ont aidés, non? Écoute, retourne voir la série qu'on a fait sur la crise de l'euro. La réaction européenne a été de sauver les financiers et d'enfoncer les États avec de l'austérité budgétaire, ce qui a déclenché une bonne grosse crise économique qui n'avait pas vraiment lieu d'être en fait. Ah oui, effectivement, c'est vrai. Bon, mais pour les shadows intermédiaires et leur choix discutable de gestion de trésor, il faut replacer les choses dans leur contexte. Je reviens sur ce que je disais un peu avant.
Il faut voir le money market, toutes ces obligations soi-disant sans risque à très courte maturité, comme une forme alternative de monnaie. Les shadows intermédiaires ont décidé qu'elles préféraient posséder de la monnaie valeur dans leur trésor plutôt que de la monnaie paiement. De la monnaie valeur. Ouais. Soit les shadows intermédiaires veulent stocker de la valeur sans prendre de risque, et dans ce cas, ils prennent de la monnaie valeur, des obligations à courte maturité sur le marché monétaire, soit ils ont besoin de payer un truc, des salaires, des factures, d'acheter quelque chose, ils ont besoin de rembourser des épargnants qui retirent de l'argent, et là, ils transforment leur monnaie valeur en monnaie paiement. Donc ils récupèrent de la monnaie sur un compte, mais c'est pour s'en débarrasser immédiatement, pour régler la note. Transforme. Comment ça, il transforme? La monnaie valeur, des obligations de courte maturité donc, peut devenir de la monnaie paiement de deux manières. Option 1, tout bête, on vend les obligations. C'est pour ça qu'on veut un marché profond, un marché sur lequel il y a toujours beaucoup d'acheteurs et de vendeurs. Comme ça, quand on participe à l'achat ou à la vente, on risque pas de trop faire bouger les prix. Et puis surtout, on trouve toujours preneur. Ouais, enfin toujours, on parle des marchés financiers là, non? On trouve toujours preneur jusqu'au jour où on trouve pas preneur et que ça nous pète à la gueule. Eh ben oui, et ça s'appelle une crise financière. Bon, et la deuxième option, c'est on prête l'obligation contre de la monnaie paiement sur le marché du prêt-emprunt. Le prêt-emprunt, c'est ce qui permet aux financiers de vendre des produits financiers qu'ils ne possèdent pas. Genre, pour parier sur la baisse d'un cours, je vends les actions d'abord et je les rachète plus tard. Pour pouvoir vendre d'abord, il faut qu'on me prête les titres. Quand je les emprunte, je laisse du collatéral, une garantie, au cas où je ne rendrai pas les actions. Cette garantie, c'est de la monnaie paiement, donc du cash. Et c'est exactement la même chose pour les obligations de court terme. On peut prêter à ceux qui en ont besoin en échange de monnaie paiement. Donc je prête mes obligations en échange de cash, j'utilise le cash, le mec me rend mes obligations, j'ai pas récupéré le cash, c'est la merde. Non, tu vas prêter tes obligations à quelqu'un d'autre, tu récupères du cash, tu l'utilises pour le filer au financier d'avant. Ou alors, tu vends tes obligations. Il y a toujours une solution. Enfin, tant qu'il y a des demandeurs, des acheteurs ou des emprunteurs ou les deux, il y a toujours une solution. Et alors, ça veut dire que du coup, il y a des mecs qui vendent des obligations d'abord pour les racheter plus tard moins cher? Eh ben oui, c'est de l'arbitrage. Les hedge funds et les banques d'investissement font ce genre de truc. Encore une fois, je te renvoie sur les vidéos qui parlent du hedge fund LTCM et de ses stratégies d'investissement. Ah oui, je retournerai voir, tiens. Ok, mais je suis désolé, je vois toujours pas l'intérêt. Pourquoi utiliser cette monnaie valeur qu'on peut transformer en monnaie paiement que si le marché fonctionne bien, alors qu'on pourrait garder du cash, garder directement de la monnaie paiement sur un compte? Parce que la monnaie paiement, en plus de ne rien rapporter, les comptes de dépôt ne sont pas rémunérés, est risquée. La monnaie déposée sur ton compte BNP est aussi sûre que l'entreprise BNP. Si BNP fait faillite, ta monnaie disparaît avec elle. Et c'est pareil pour toutes les autres banques. Donc plutôt que de n'exposer leur trésorerie qu'aux banques via de la monnaie paiement, les shadows intermédiaires préfèrent utiliser de la monnaie valeur et diversifier. Ils auront certes des obligations de court terme émises par les banques d'investissement des plus grandes banques, du BNP, du Crédit Agricole, du Société Générale, du Natixis et donc aussi potentiellement du Lehman. En plus de ça, au moins, ça rapporte un peu. Mais ils auront surtout de l'État français, allemand et italien. Et s'ils peuvent, ils auront aussi de la dette court terme des grandes entreprises du CAC 40. Attends voir, si BNP fait faillite, je perds mes thunes? Non, pas toi, parce que l'État te garantit qu'il te dédommagera jusqu'à 100 000 €. Pour les particuliers, le risque de perdre la monnaie qui est inscrite sur leur compte, sauf au-dessus de 100 000 €, est aussi proche que possible de zéro. En revanche, pour un shadow intermédiaire qui place plusieurs centaines de millions, voire plusieurs milliards d'euros en trésorerie, la garantie publique ne représente quasiment rien. Donc plutôt que de faire confiance aveuglément aux banques et à leur robustesse, respect robustesse, ils préfèrent aller chercher directement la garantie publique sur les marchés. Ils placent leur trésor en priorité sur la dette publique. Ah ouais, parce qu'en fait, une dette publique, c'est une promesse de l'État. Exactement comme la garantie des dépôts, en fait. Sauf qu'avec des obligations, tu peux placer vachement plus que 100 000 balles. Et voilà le travail. Le développement du money market est largement associé au fait que les shadows intermédiaires gèrent des sommes de plus en plus importantes. En Europe, on est passé de 13 600 milliards en 2010 à 31 300 milliards en 2021. De plus, cette gestion de la trésorerie qui passe par des produits financiers de dette permet encore et toujours aux banques de faire davantage tourner leur planche à billets.
C'est toujours le même raisonnement en fait. Plus les agents économiques d'une manière générale se passent des banques pour emprunter ou pour stocker leur épargne, plus les banques sont libres de prêter davantage et de créer plus de monnaie. Attends, alors, je vois l'idée du crédit qui passe pas par la banque, là, le risque de non-remboursement se retrouve porté par le shadow intermédiaire, donc en fait, par les épargnants eux-mêmes, et pas par les actionnaires de la banque. Du coup, ça laisse plus de place à la banque pour prendre de nouveaux risques et donc faire de nouveaux crédits, donc créer plus de monnaie. Mais en quoi le fait que les shadows intermédiaires choisissent des obligations pour la trésor plutôt qu'un compte en banque aiderait les banques à créer plus de monnaie? Bah, c'est facile, regarde. Le monde du crédit se divise en deux, les banques et les shadows intermédiaires. Si les shadows intermédiaires gardent de la monnaie sur un compte, ça veut dire qu'ils possèdent de la monnaie, et donc que les banques leur doivent cette monnaie. Ce sont les dépôts qui sont enregistrés au passif des banques. Quand maintenant les grandes entreprises et les États veulent obtenir des crédits de court terme, les shadows intermédiaires ne répondent pas parce que ça les intéresse pas. Ils préfèrent garder de la monnaie de paiement. Donc ce sont les banques qui prêtent en créant la monnaie. Ouais, ok. Maintenant, si tu arrives à convaincre les shadows intermédiaires d'acheter les obligations de court terme à la place de posséder de la monnaie sur un compte, eh bien, les banques leur envoient les obligations et débitent leur compte du montant de l'achat. Et voilà le résultat. Le bilan des banques est très allégé, ce qui leur laisse de la place pour accorder de nouveaux crédits et créer plus de monnaie. Ah ouais! Oh putain, mais alors en fait, ça veut dire que c'est hyper utile en fait, les shadows intermédiaires, toute cette finance de marché du crédit. Parce que même si ça ne finance pas en direct les agents économiques, enfin pas forcément, ça permet toujours au moins quand même de décharger les banques et donc de leur permettre à elles de créer plus de monnaie. Oui, et donc financer plus de projets réels ou spéculatifs. Mais attention, on pourrait avoir des banques plus grosses aussi. Au lieu de passer par des shadows intermédiaires qui achètent des obligations, on pourrait avoir des épargnants qui achètent des actions bancaires, qui deviennent actionnaires des banques. Parce que ce qui limite la création monétaire par les banques, c'est le poids du risque de non-remboursement. On peut donc soit enlever du poids, c'est la solution des shadow banks qui convertissent la monnaie paiement en des obligations, qui achètent des crédits, soit renforcer les épaules des banques. C'est la solution des épargnants qui convertissent leur monnaie paiement en nouvelles actions émises par les banques, en nouveaux titres de propriété des banques. Là, de plus grosses épaules signifie plus de capacité de création monétaire. Ah, et alors pourquoi on ne fait pas ça ? Eh bien, on le fait en partie. Les banques émettent parfois de nouvelles actions, mais on passe quand même beaucoup plus par l'option shadow bank, c'est-à-dire les achats d'obligations diverses par les shadows intermédiaires. Et pourquoi ça ? Vaste question. Pour en revenir à cette méthode shadow bank qui permet d'augmenter la capacité de création monétaire des banques de dépôt, il ne faut pas oublier son coût aussi. Ce sont les crises financières à répétition, et ce sera l'objet de la ou des prochaines vidéos sur le sujet. Je ne sais pas encore bien comment je vais découper ça. On va s'interroger sur la stabilité du système bancaire classique et du système des shadows intermédiaires. Et pour comprendre ça, on passera par un schéma qui permettra de bien voir la différence de contraintes qui s'applique aux banques d'un côté et aux shadows intermédiaires de l'autre. Le fait que les premières créent la monnaie et pas les secondes modifie grandement ces contraintes. Puis on parlera aussi du rôle de la Banque centrale qui s'est beaucoup modifié depuis la crise de 2008. Bref, il y a encore pas mal de trucs à dire. Ok, vas-y, je suis chaud, on se fait ça demain. On se fait ça quand on aura le temps. Pour le moment, résumons un peu tout ce qu'on vient de voir. Le shadow banking, c'est pas du banking, parce que l'activité d'une banque, c'est la création monétaire par le crédit. Les crédits font les dépôts. L'activité des shadow banks, que l'on devrait nommer shadow intermédiaire, c'est celle de l'achat de crédit par le biais d'épargne. Les dépôts font les crédits. On verra dans une prochaine vidéo que cette différence est absolument clé. Les entreprises et les États ont accès à un marché financier du crédit sur lequel est présent à la fois les shadows intermédiaires, asset managers, assureurs, hedge funds, fonds de pension, voire fonds souverains, et les banques de dépôt, créatrices de monnaie. Les crédits sont découpés en morceaux qu'on appelle des obligations. Ça permet de mettre en commun les capacités de financement de chacun, et donc de lever des montants importants. Ça permet aussi de créer un marché secondaire. Comme toutes les obligations associées à un crédit sont les mêmes, on peut organiser un marché de l'occasion avec des offreurs qui rencontrent des demandeurs, ce qui permet la détermination d'un prix. Un prix qui, théoriquement, doit varier en fonction de la probabilité estimée par les financiers de remboursement de l'emprunteur.
Ce marché est essentiel parce qu'il permet aux shadows intermédiaires de rendre leur mise aux épargnants qui le souhaitent. Si les particuliers et les PME ne peuvent pas se financer en direct sur les marchés financiers, ils n'ont pas accès aux shadows intermédiaires, les banques ont néanmoins trouvé un moyen de les interconnecter. L'idée est de regrouper de nombreux prêts ensemble, de réorganiser les flux de remboursement et de paiement d'intérêts en bassines qui se remplissent successivement, puis de vendre des droits d'accès aux bassines. Ça s'appelle la titrisation et les bassines sont généralement appelées ABS. Ce système a mené à la crise des subprimes parce que comme les banques vendent les crédits aux shadows intermédiaires, ce sont eux qui portent le risque de non-remboursement, pas les banques. Les banques se mettent alors à prêter à n'importe qui pour vendre un maximum de crédits. On repackage tout ça dans des produits financiers un peu obscurs, les shadows intermédiaires n'ont pas assez de jus de cervelle pour analyser tout ça, les agences de notation non plus, ça finit par péter. Et les banques ne sont finalement pas épargnées puisqu'elles se retrouvent avec un stock encore invendu au moment de l'explosion. Bon, mais on verra que la vraie explosion subprime de 2007-2008, celle qui correspond au véritable non-remboursement, était en réalité beaucoup plus faible que l'explosion ressentie sur les marchés, à cause d'un phénomène spécifique des marchés financiers qui s'appelle la panique générale. Bon, ce sera pour une prochaine vidéo. Un des services de base fournis par les banques de dépôt classiques, c'est la gestion de trésorerie. On garde un compte à la banque avec sa trésorerie dessus. On peut aussi emprunter à la banque de la monnaie sur une courte période quand on a un trou de trésorerie, quand on a un besoin de payer un fournisseur alors qu'un client n'a pas encore réglé sa facture. Cette gestion de trésorerie pour les grandes entreprises, les États et les shadows intermédiaires passe désormais par les marchés financiers de la dette. Les États et les grandes entreprises émettent des crédits de court terme, théoriquement plus fiables que ceux de long terme, qui sont achetés par les shadows intermédiaires dont la trésorerie est positive. Pour eux, une monnaie réserve remplace la monnaie paiement. Pourquoi faire ça alors que la trésorerie est absolument essentielle pour payer les salaires, les factures, rembourser les épargnants et autres? Eh bien parce que la monnaie paiement, alors qu'elle ne rapporte rien, n'est pas sans risque. Une banque qui fait faillite signifie, quand les montants de trésor sont supérieurs à la garantie publique, c'est-à-dire à quelques centaines de milliers d'euros, à la perte de trésorerie. Donc, les shadows intermédiaires vont chercher la garantie publique via les dettes publiques, si possible court terme. Quand elle n'est pas disponible en quantité suffisante, ils vont aussi chercher la diversification en achetant de la dette court terme de nombreux autres acteurs privés considérés comme très fiables. Pour convertir cette monnaie réserve en monnaie paiement, les financiers comptent sur le marché de l'occasion, de l'achat-vente et du prêt-emprunt. Évidemment, le souci c'est que dès que ce marché ne fonctionne plus correctement, dès que la monnaie réserve ne devient plus aussi facilement de la monnaie paiement, eh bien on se retrouve avec une belle panique sur les bras qui peut très vite dégénérer en crise financière. Ici, on peut encore mentionner la crise des subprimes, il y avait des ABS et des dettes court terme de Lehman Brothers dans les trésors, panique générale, et aussi la crise de l'euro, il y avait des dettes grecques et irlandaises dans les trésors en 2010, encore une fois, panique générale. Le terme shadow banking reste très mal choisi. Il donne l'impression que les entreprises financières non bancaires fonctionnent comme des banques. Or, c'est pas le cas. Les banques de dépôt créent la monnaie. Les shadow banks ne sont que des intermédiaires. L'intérêt des shadow banks, des shadow intermédiaires, même si parfois elles financent bien en direct certains acteurs économiques, notamment les États et les grandes entreprises sur les marchés primaires, c'est surtout le fait qu'elles libèrent de l'espace pour plus de création monétaire par les banques. Plus les shadows intermédiaires convertissent leur monnaie paiement en risque de non-remboursement, plus elles possèdent des dettes, peu importe ici que ce soit long terme ou court terme, plus cela allège les bilans des banques. En effet, quand un crédit existe déjà, il ne peut se trouver qu'à deux endroits. Soit dans le bilan des banques, ça ajoute un risque de non-remboursement sur les épaules des actionnaires, les nouveaux crédits que la banque peut accorder sont limités, soit dans les bilans des shadows intermédiaires. Ça détruit de la monnaie paiement, on débite les comptes des shadows intermédiaires, et le risque repose désormais sur leurs épaules à eux, donc sur les épaules des épargnants qui leur ont fait confiance. Les banques sont allégées, elles peuvent créer plus de monnaie. À noter que les épargnants qui font confiance aux banques sont protégés de la faillite de ces dernières par une garantie publique, 100 000 € par client. Il y a aussi une protection en cas de faillite de shadow intermédiaire, mais celle-ci n'est que de 70 000 € et elle garantit simplement de récupérer la valeur des titres au prix de marché. Donc, il n'y a pas de protection anti-baisse des cours. D'un point de vue macro, le principal intérêt des shadow banks, c'est donc de faire porter le risque de non-remboursement des crédits de l'économie réelle et ou de l'économie spéculative sur les épaules des épargnants plutôt que sur celles des actionnaires des banques de dépôt.
Ça permet aux banques de dépôt de financer plus de nouveaux crédits en direction de l'économie réelle ou de la spéculation. On pourrait orienter l'épargne vers plus d'actionnariat bancaire, ce qui renforcerait aussi la capacité de création monétaire des banques, plus même que la méthode des shadow banks, mais pour diverses raisons, c'est pas cette option qui a été choisie. Et l'option shadow bank pose un problème majeur, celui des crises financières. On le verra prochainement, parce que les shadow banks dépendent d'un marché secondaire qui peut ne pas fonctionner correctement, elles peuvent provoquer des paniques terribles qui déclenchent des crises financières et des crises économiques.